Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. Innovation. Le terme est partout dans les médias, dans la bouche de nos politiques, dans celle des industriels. Même nos jeunes diplômés, inspirés par les success stories américaines, ne rêvent que de monter leur start-up et de se distinguer en brillants entrepreneurs. Les maîtres mots en matière d'innovation, vous les avez déjà peut-être entendus. Ce sont big data, réalité virtuelle, objets connectés, thérapie génique. Ce sont les industries de demain. Alors, faut-il traverser l'Atlantique pour innover ? Non. La France se défend particulièrement bien et les Yvelines tirent leur épingle du jeu. 3 entrepreneurs sont avec nous ce soir pour en témoigner. Alors, comment profiter du moteur local ? Avec nous pour y répondre, Rachid Benchawir, vous êtes directeur scientifique de Sky Therapeutics, une start-up qui développe un nouveau médicament. Julien Baessens, vous êtes cofondateur de Scale One Portal et vous êtes spécialisé dans la réalité virtuelle. Nous en parlons. Julien Fessard, vous êtes fondateur de M2Aim et votre domaine, ce sont l'Internet des objets, les objets connectés, les capteurs ? C'est ça. Super. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Avant d'énumérer vos différentes inventions, donnez-moi chacun votre définition de l'innovation, évidemment, et ce qui vous passionne dans ce secteur. Rachid Benchawir. Comment je pourrais définir l'innovation ? L'innovation, en ce qui me concerne dans mon secteur, c'est le développement d'outils nouveaux qui permettraient d'avancer de façon importante dans le champ qui est le mien, c'est-à-dire la thérapeutique médicale. De trouver des solutions thérapeutiques. Exactement, des solutions thérapeutiques par le biais de développement de produits, d'outils moléculaires, pour parler un peu le jargon scientifique, qui puissent définir une nouvelle génération d'approches pour les thérapies, notamment les thérapies géniques, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Qui nous soigneront demain. Exactement. Julien Baessens. Pour nous, c'est un petit peu différent, parce qu'on on est parti sur quelque chose qui est plus lié sur du divertissement, sur amuser les gens, sur leur apporter une technologie qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc on est vraiment sur le côté apporter quelque chose de nouveau et de faire rêver les gens un petit peu. Et on va aussi vers maintenant quelque chose de médical, donc on espère un jour aider par la rééducation, par exemple, on en parlera sûrement plus tard. Absolument. Les personnes. Donc l'innovation, c'est vraiment apporter quelque chose aux gens, soit du plaisir, soit quelque chose qui peut les aider. Julien Fessard, la nouveauté, c'est aussi un mot important chez vous ? Oui, tout à fait. L'innovation, pour moi, c'est vraiment faire avancer les usages, les services. Ce qui est compliqué dans l'innovation, c'est pas d'avoir une idée innovante, c'est de la mettre en œuvre. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment apporter à la société, à la communauté, quelque chose de plus, que ce soit pour du divertissement, pour de la santé, ou bien un service public. Et on a besoin de gens comme vous parlez de la société justement, pour avancer, pour progresser. Alors, je ne sais pas si on a besoin de gens comme nous. Au bénéfice de l'homme et de mais son bien-être. Mais en tout bien-être. cas, on a besoin effectivement de faire évoluer les pratiques, les usages, notamment si on fait référence à notre solution de gestion de l'éclairage public. Ce qui est important, c'est d'éclairer au bon endroit, au bon moment. Je pense que vous avez tous vu un jour ou l'autre un lampadaire ou un bâtiment public éclairé en plein jour. Ça fait pas avancer la société. Oui, on se dit c'est un gâchis d'énergie. Complètement. Et alors vous, justement, passons aux inventions. Allez-y, donc vous développez quel genre de solutions ? Nous développons des solutions qui utilisent l'Internet des objets. Donc des solutions complètes. Alors ça veut dire quoi l'Internet des objets ? Ça fait partie des mots comme ça qu'on lit un peu partout ? Alors effectivement, l'Internet des objets, on est submergé de ce mot, IoT, Internet des objets. L'idée, c'est réellement qu'avec les nouvelles technologies qui sont très récentes, on arrive à tout connecter. Et en connectant vraiment tout, on arrive à gérer des solutions complexes. Et évidemment, ça permet d'optimiser et d'adapter les usages en ayant que l'on a des de données. différents objets. Et par exemple, sur l'éclairage public, pour revenir à votre première application, sur l'éclairage public, qu'est-ce que ça permettrait de faire ? Ça permet d'interconnecter les systèmes et de les rendre interopérables. On pourrait imaginer demain un éclairage public qui puisse être commandé par des équipes de secours ou qui puissent se mettre dans un état particulier parce qu'une automobile connectée ou autonome a lancé un signal de détresse.
On peut également considérer que on est vraiment très proche d'être capable sur un accident, d'être capable d'illuminer différemment pour prévenir les autres usagers. Il y a la présence de l'accident. Voilà. Et ce qui est vraiment important de comprendre dans l'Internet des objets, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas encore les données dont on va disposer demain, puisque ça évolue vraiment tous les jours. Peut-être que demain... Alors ça veut dire quoi? On ne sait pas les données que nous Alors aurons aujourd'hui, demain. on dispose de données. Oui. Et en fait, avec l'évolution de l'Internet des objets, on ne sait pas encore quelles seront les données disponibles demain qui pourront interagir avec nos systèmes. Je pense par exemple à la réalité virtuelle. Je pense que la réalité virtuelle va être à la fois cliente de l'Internet des objets, d'objets connectés, mais aussi va pouvoir donner des informations pour pouvoir exécuter des travaux, si on prend une application métier. D'accord. Je pense également que ça s'applique pour les médicaments. Oui, on a un même type d'optique. Passons à vous, justement, Rachid Benchawir. Donc, votre innovation. Alors nous, on s'intéresse aux maladies génétiques qui, vous le savez, font partie du patrimoine de chacun. Il était difficile, avant les années 1980, de dire à des familles que l'enfant qui naissait était atteint d'une maladie génétique. C'était une fatalité, il n'y avait pas de solution thérapeutique puisque ça faisait partie du soi. Donc on développe depuis de nombreuses années maintenant des solutions qui permettent d'acheminer des gènes, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans les cas de maladies génétiques, des gènes que l'on construit de façon artificielle au laboratoire pour pouvoir les acheminer jusqu'au tissu qui n'exprime plus ou exprime mal les produits des gènes en question dans le cadre de telle ou telle maladie génétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. On est spécialisé dans notre cas dans la production de ces outils moléculaires, ce que je disais tout à l'heure, qui transportent ces gènes dans l'organisme. C'est exactement ça. La thérapie génique, c'est une voie d'administration donc, qui est relativement récente. Est-ce que justement il existe aujourd'hui une thérapie génique qui est commercialisée? Est-ce que ça existe déjà? Exactement. Il y a le premier médicament thérapeutique qui est sous forme d'un virus modifié, qui a été commercialisé en 2012. Qui porte le nom de Glibera. Je ne vais pas faire de publicité pour la société, la concurrent, mais c'est un espoir. Et ça traite quelle pathologie, pardonnez-moi? Alors, ça traite, excusez-moi, la LDL, qui est une lipase, une déficience dans la lipoprotéine lipase. C'est une déficience qui conduit à des pancréatites, qui compliquent donc l'existence des maladies du pancréas. Des maladies, exactement. Donc ça existe, il y a déjà un premier médicament là-dedans. Oui, c'est un espoir parce qu'en plus la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché a été donnée par l'Europe, ce qui est assez surprenant puisqu'on sait que les règles sont beaucoup plus drastiques en Europe qu'aux États-Unis par exemple ou au Japon, en Asie. Et donc c'est un grand espoir qui est soulevé là parce que quand on regarde l'origine de la thérapie génique, qui date, je vous l'ai dit, de la fin des années 80, finalement la période qui a nécessité tout le développement pour essayer de faire en sorte que ces thérapies puissent s'appliquer à l'homme est relativement courte en réalité. Mais il y a eu énormément de travail moléculaire, de compréhension fondamentale dans la biologie et dans la mécanistique qui ont fait qu'effectivement aujourd'hui les produits sont beaucoup plus sûrs d'un point de vue de la santé et des patients. On parle de 30 ans, 40 ans quand même, depuis les années 80. Effectivement. C'est ce qu'il faut pour que de telles innovations quand on atteignent le marché. Voilà. Quand on sait que le médicament générique, chimique, met 10 ans de développement pharmaceutique, qu'il coûte à peu près 1 milliard d'euros, là, il s'agit de nouveaux types de médicaments qui sont des virus qui transportent des gènes médicaments. Donc, en plus de l'idée initiale, il fallait le développement, il fallait la sécurité, il fallait énormément d'étapes supplémentaires par rapport à une molécule chimique pour la valider. En essai clinique. Donc ça donne un espoir énorme pour la suite des opérations. Et ça donne une idée quand même du temps qu'il faut. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle à la fin, mais ça a nécessité des années. Et en tout cas, pour
pathologies-là, pour lesquelles on n'avait aucun traitement avant. Oui. Voilà, Aujourd'hui, votre idéal de scientifique, c'est que dans 10 ans, il y ait au moins plusieurs pathologies d'origine génétique qui soient guéries. Il y a plusieurs phases cliniques de niveau 3 qui sont aujourd'hui mises en place dans le monde pour énormément de pathologies génétiques. Donc finalement, moins de 10 ans peut-être. Moins de 10 ans, oui. On s'attend à ce qu'il y ait une explosion d'essais cliniques et de mise sur le marché dans les années à venir. Dans ce secteur-là. Julien Baessens, on va dans un tout autre domaine. On revient du côté de la réalité virtuelle. Vous, quelle est votre innovation ? Alors en fait, notre innovation, c'est de faire la réalité virtuelle. Donc c'est un mot qu'on commence à connaître un petit peu partout dans le grand public, etc. Grâce aux jeux vidéo notamment. Grâce aux jeux vidéo et aux casques surtout, les casques de réalité virtuelle qui ont été sortis par HTC, par Oculus, rachetés par Facebook, des marques qui ont forcément fait connaître les choses. Et nous, on propose une solution un peu différente, qui n'utilise pas de casque, qui utilise juste une paire de lunettes de cinéma et qui projette l'image sur les murs. Donc effectivement, avec une simple paire de lunettes de cinéma, oui. Comme quand on va voir un film en 3D. Exactement, c'est les mêmes. On ne projette pas sur tous les murs, donc on ne peut pas se retourner, mais par contre, on a une expérience immersive instantanée, parce que les gens arrivent, ils mettent les lunettes et ils jouent. Ou ils font tout autre chose, on a plusieurs types d'applications. Donc c'est vraiment quelque chose qui change la façon d'utiliser la technologie. C'est-à-dire qu'on a des expériences assez similaires, mais on la présente différemment et du coup on peut l'utiliser à d'autres usages. Alors justement, deux principaux usages. Alors on est parti de l'industrie, parce que c'est de là dont on venait, c'est de là où on a travaillé, donc c'était nos premiers clients. Donc eux ils vont utiliser ça pour afficher des maquettes numériques par exemple, de véhicules, de bâtiments. Et après on a commencé à faire du divertissement, faire une borne d'arcade pour les salles de jeu, alors plutôt à l'international, mais ça commence à redevenir un nouveau marché en France. Et de ça, on a défini qu'on pouvait utiliser nos jeux en plus pour du médical. Donc c'est un peu le nouveau thème de cette année, on a été contacté par l'hôpital de Garches, par exemple, pour faire des tests avec des patients, pour faire de la rééducation. C'est-à-dire que en fait, nos jeux font qu'on bouge beaucoup, parce qu'on est devant un écran de 3 mètres, donc on va se déplacer de gauche à droite, d'avant en arrière, s'abaisser, se lever. C'est un petit peu comme la Wii, non ? C'est un petit peu comme la Wii plus. La Wii plus, d'accord. Donc c'est vraiment une expérience où on rentre dans le jeu. Et de ce fait, alors, soit on procure une expérience fun de quelques minutes pour les gens, soit là on peut les amener dans des expériences alors forcément beaucoup plus cool pour les patients, beaucoup plus tranquilles, mais qui vont les mettre dans un contexte de jeu et s'amuser, et ce qui fait qu'ils vont pouvoir se dépasser. En fait, on a fait 2 ou 3 séances de tests et on s'est rendu compte qu'assez facilement ils allaient faire des mouvements qu'ils ne faisaient plus, et que si on leur avait demandé de faire dans une machine par exemple, ils auraient dit non, j'ai mal, j'arrête, alors que là ils les ont fait naturellement. Donc on est vraiment parti de quelque chose de très industriel, très carré, pour faire du jeu, pour maintenant aller vers du médical. Donc c'est des applications très variées pour ces systèmes-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous venez d'un grand groupe. Oui, de Renault. Oui. De Renault, vous également. D'Airbus. Oui. D'Airbus. Et c'est un peu la spécificité de ce territoire, c'est qu'on a ces grands groupes qui suscitent un petit peu ces vocations entrepreneuriales. Allez-y, dites-nous comment vous avez commencé. Alors, tout simplement, Airbus a une filiale qui s'appelle Airbus Group Développement et qui passe des conventions d'essaimage avec des employés d'Airbus pour des projets dans lesquels Airbus croit. Il n'y a aucune prise de contrôle, c'est uniquement un lien contractuel. C'est-à-dire pour nous de développer l'emploi. Notre contrepartie, c'est de développer l'emploi et Airbus s'engage à mettre les moyens, et pas forcément pécuniers, aussi d'ouverture de réseau, pour que le projet aboutisse. Donc c'est aussi simple que cela, et c'est très efficace, puisque quand on est une petite société comme la nôtre, vous imaginez bien qu'aller taper à la porte d'ADP, par exemple, Aéroport de Paris, c'est juste pas possible, parce qu'on est trop petit, donc ils n'entendraient même pas le knock sur la porte. Donc quand on vient adosser à Airbus, évidemment, on a quelqu'un avec nous qui pèse, et par conséquent, on vous ouvre la porte. Alors après, ça prend pas, ça c'est bien évidemment à la mesure de votre performance, mais ça ouvre des portes énormes. Rachid Benchaoui, de votre côté. Alors, vous, c'est un peu particulier. C'est une science qui vient de l'université, qui vient du CNRS, si je me trompe ? Exactement, de l'INSERM et de l'Université de Versailles, d'une unité qui avait été créée donc, il y a 4 ans de cela,
C'est notre savoir-faire qui a été Donc valorisé. c'est la recherche publique française qui a été valorisée, quand même, rappelons-le. Exactement, Cette puisqu'on recherche, ce sont faisait les partie. fruits. Exactement, ce sont les fruits de notre savoir-faire aussi. Chacun a une histoire. La nôtre était dédiée justement à l'émergence de produits, mais de médicaments de nouvelle génération. Et ce savoir-faire-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait le valoriser. Et donc il y a 2 ans, on a créé une émanation, une spin-off de l'unité de recherche dans laquelle nous étions. Donc j'en ai pris la direction et 4 à 5 personnes de l'unité ont été embauchées sous forme de contrat à durée indéterminée pour travailler au sein de cette nouvelle société qui reste hébergée avec des contrats cadres au sein des locaux de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc vous avez déjà créé de l'emploi, ça c'est un point important quand même. Exactement. Aujourd'hui même, on en a créé un peu plus puisqu'on est un groupe de 10 personnes. 10 personnes. Tous en contrat à durée indéterminée. On a embauché même des personnes extérieures au groupe d'origine. Et ça crée effectivement de l'emploi, de la richesse supplémentaire. Et puis ça augmente un peu notre portefeuille aussi en termes de produits et de valorisation, ce qui est extrêmement important. L'effort qui a été fait ces 2 dernières années est extrêmement important. Alors juste pour dire une chose intéressante, c'est que les investisseurs qui sont à l'origine donc, de la création de cette start-up, Sky Therapeutics, sont des associations de familles essentiellement. Donc on n'a pas de business angels ou de banques. Dont les enfants sont atteints. Dont les enfants sont atteints. De pathologies génétiques. Ce qui fait qu'effectivement, ça donne une dimension supplémentaire à la recherche que l'on fait au sein de cette start-up, parce qu'on est confronté finalement un peu à la réalité de la maladie au jour le jour. Donc c'est une start-up un peu particulière, je l'avoue, aujourd'hui. L'idée est de pouvoir donc valoriser cette recherche sous forme d'un nouveau médicament qui porterait ses fruits, qui aurait des preuves de principe importantes et qu'on souhaiterait ensuite revendre la licence à des groupes pharmaceutiques dont c'est le travail d'amener le produit jusqu'au marché. Puisque ça coûte cher, tout le monde le sait. Oui. Ce n'est pas un laboratoire, une start-up ou même un laboratoire académique qui peut se targuer de pouvoir emmener jusqu'à la clinique ou l'autorisation sur le marché des produits de ce genre. Julien Baessens, de votre côté, donc sortie de Renault. C'est encore une petite histoire un peu différente, mais c'est vrai que c'est l'occasion de voir aussi que la start-up, c'est autre chose que, je ne sais pas, 3 personnes qui se rencontrent, un PowerPoint, on part à l'aventure aux États-Unis, je ne sais pas. Non, il y a plein de profils différents. Il y a plein de profils différents qui peuvent amener à créer une société. Nous, on s'est juste rencontrés chez Renault. Renault n'a pas été une aide, entre guillemets, sauf que finalement, ça reste un client. On a gardé de bonnes relations avec eux, donc ça permet toujours de bien démarrer. Ça facilite le démarrage, voilà. Et c'est exactement, ça permet d'avoir quand même un client déjà, un premier, parce qu'on a commencé sans investissement, on a juste vécu nos ventes. Donc ça faisait un premier client qui nous en a amené d'autres, parce qu'on avait nos contacts, etc. Donc vous n'avez pas eu besoin d'investisseurs ? Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non. Donc on a fait la société à 3 associés, donc rencontrés chez Renault, donc Olivier, Emmanuel et 2 autres cofondateurs. Et on est parti comme ça en faisant nos premières ventes et en enchaînant, en montant petit à petit, en profitant bien sûr de quelques aides de la région ou tel le prêt d'honneur qui est en général la première étape de l'entreprise. Donc la région vous a aidé. Et puis après on est arrivé jusqu'à des projets comme Futur en Seine avec Cap Digital et la région Île-de-France où ils ont financé la moitié d'un projet par exemple. Donc qui a permis de développer notre système pour du fitness par exemple. Donc qui est un intermédiaire entre le jeu et le médical, mais qui a été financé à moitié par la région. Et aujourd'hui, vous êtes hébergé à Promopole. Et on est hébergé à Promopole, donc sur la région de sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est un endroit où on est maintenant depuis 2 ans à peu près, où ça se passe très bien. Ça permet de rencontrer aussi beaucoup de monde. L'agglomération est très active. On a l'occasion aussi de participer maintenant au comité de sélection SkyCube, donc pour sélectionner des startups et suivre leur avancement. Donc on ne s'est pas encore croisé avec Julien ici, mais c'est aussi notre expérience de se retrouver de l'autre côté, de voir les autres pitcher, présenter, etc. Et ça nous permet nous aussi de progresser parce qu'on fait beaucoup d'erreurs au quotidien et on apprend tous les jours et c'est ça qui est intéressant. Julien Fessard, de votre côté, donc vous êtes incubé à SkyCube. Donc on a été sélectionné en novembre 2016 et puis nous sommes rentrés fin janvier en incubation. Donc, les bénéfices le bénéfice, il est énorme, il est colossal, puisqu'en fait, on a vraiment un accompagnement vraiment personnalisé, donc qui est vraiment propre
au projet qu'on veut développer. On est 7 startups actuellement. On a tous des passés différents, des projets à des niveaux de maturité qui sont complètement différents. Et la force réellement de ce qu'on a pu trouver chez SkyCube et aussi au travers d'Incube Alliance, le partenaire de Kasky, c'est réellement qu'il s'adapte à notre niveau de maturité. Donc on a pu, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de notre système de gestion de l'éclairage public. C'est un système dans lequel ils croient, mais ils nous ont permis d'ouvrir les yeux sur les échéances réalistes, le marché réel, et force est de constater qu'on ne pourra pas tenir la distance à cause de cycles de vente qui sont vraiment très élevés. Qui sont ceux des administrations publiques. Administrations publiques, appels d'offres. Néanmoins, on est aidé. Donc vous avez trouvé une nouvelle application, je et crois. on a cherché effectivement d'autres vecteurs, d'autres relais de croissance. Et étant donné qu'on est fournisseur de connectivité, de cartes SIM, qui travaillent entre machines, mais on s'est posé la question de savoir quels étaient les vecteurs possibles pour cette connectivité. Et on a trouvé qu'aujourd'hui, d'après les études de marché et les études qu'on a faites en complément, on a vraiment un créneau sur le traceur GPS qui est en pleine explosion. On en voit un petit peu donc, partout. traceur qu'on insère dans un objet. Alors, par exemple, nous, on a décidé d'aller sur une niche d'application, mais qui reste quand même un marché mondial in fine. C'est la sécurisation des fusils de chasse. Donc aujourd'hui, on commence avec un simple antivol qui vous permet à la fois de le mettre sous surveillance et de le géolocaliser lorsqu'il se déplace. Ça peut aussi avoir un attrait pour le chasseur de revoir son parcours, mais vraiment on est sur le créneau de la sécurité. Et puis, in fine, on va développer cette solution et on atteindra, c'est certain, des niveaux de technicité qui nous permettront de désactiver une arme en fonction de critères. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Chacun... qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer et une difficulté, quelque chose qui a été difficile pour vous, Rachid Benchaouia? Alors, j'ai pas eu l'occasion, moi, effectivement, comme Julien, de passer par un incubateur. Vous auriez pu, ça existe, des incubateurs. On aurait pu, c'est vrai, mais on était dans un processus de maturation déjà bien avancé. Et du coup, on n'a pas eu effectivement la chance, je pourrais peut-être parler de chance, parce qu'on aurait peut-être effectivement pu évoluer d'une façon un peu différente. Mais l'expérience qui est la nôtre, c'est-à-dire cette émanation de l'UFR des sciences de la santé aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous sommes au sein de l'UFR, c'est-à-dire des recherches fondamentales liées aux maladies génétiques également, nous permettent des échanges constructifs pour avancer, faire des modifications qui permettent aux produits d'évoluer et de pouvoir donc rentrer dans des critères de sélection pour aller vers la clinique. La difficulté, quelle difficulté on a pu rencontrer au cours de nos 2 ans de création aujourd'hui, je pense qu'elle était liée évidemment au risque que les molécules développées ne puissent pas donner satisfaction en termes de... Au risque que ça ne marche pas. Exactement, c'est toujours le risque qui est inhérent à l'entrepreneur. Inhérent exactement à l'entrepreneur. Mais on était assez confiant sur l'aspect technologique, l'aspect production, qui est notre savoir-faire, notre cœur de métier. Et du coup, là, c'était uniquement les différents produits développés. Est-ce que l'un d'entre eux va pouvoir rentrer dans le critère et être donc admis à aller vers la clinique. Donc c'était un peu la difficulté inhérente effectivement aux entrepreneurs. Julien Maessens, de votre côté, une première chose déjà, c'est quand même de s'imaginer que ça ne va pas être simple. C'est quand même une expérience qui est très enrichissante, très intéressante, mais il faut vraiment se donner à 100% quand on se lance dans ce genre de projet. On compte même pas ses heures. Même quand ça se passe bien, ça n'est jamais simple. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des embûches, mais ça vaut le coup. Et surtout de trouver un bon équilibre entre croire à son projet et écouter les autres.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui vont se passer autour de vous. Il y a des invitations un peu de partout, des séminaires, des événements. On va vous dire plein de choses, le vrai, le faux, le pour, le contre, etc. Donc il ne faut pas s'enfermer sur soi en disant j'ai raison, j'ai gagné, ça va marcher. Et il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on dit. Il faut réussir à trouver le bon compromis. Il ne faut pas être une éponge non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il faut arriver à écouter, mais aussi savoir croire en son projet et ses idées. Et à rester convaincu dans sa trajectoire. Exactement. Julien Fessard ? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Julien. Il faut être vigilant. Par contre, je pense qu'on est rentré dans une époque où, et on peut le voir notamment sur le territoire de Saint-Quentin, il y a énormément de soutien. Je ne parlerai pas d'aide. L'aide, pour moi, ça a une sonorité un peu péjorative. Il y a vraiment du soutien, parce qu'au final, c'est vous qui allez prendre les décisions. Ça sera à vous de les appliquer, parce que de toute façon, ça sera à vous de les assumer. Néanmoins, il y aura vraiment beaucoup de soutien et de gens expérimentés qui vous amèneront à réfléchir. Et vous amener à réfléchir, c'est vraiment une grande richesse, parce qu'au final, quand on est, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul. Et quand on sait qu'on a des voix bienveillantes autour de soi, qui apportent un regard critique, mais constructif, on a tout intérêt à les entendre, à réfléchir à ce qu'ils disent, et derrière à en discuter avec eux suite à notre réflexion. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment la chance d'être dans une ère où l'innovation, les startups, c'est quelque chose qui est maintenant bien compris, et pour lesquels il y a des structures qui sont en place. Merci. Très rapidement chacun, quand va atterrir votre innovation sur le marché ? Rachid Benchawir ? On l'espère dans 2 ans. Dans 2 ans ? Oui. Super, Julien Nous, Baessens. on est déjà vendus. Vous êtes déjà des produits disponibles et on espère aller vers de nouveaux projets comme le médical vers l'année prochaine ou l'année suivante. Oui. Et Julien Fessard ? Pour l'éclairage public. Pour l'éclairage public, la solution est prête. On attend que le territoire de Saint-Quentin nous attribue un mini-projet pour expérimenter. Et on livre nos premiers antivols pour fusil en décembre. Donc finalement, c'est le monde de demain, mais en même temps, c'est très proche. C'est très Là, proche. on est dans quelques mois, quelques années, ça va vite. C'est ça. Exactement. Merci à tous les trois d'avoir participé Merci à beaucoup. cette émission. Merci à vous. Et Merci nous, de on nous se avoir retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 le débat. Très bonne soirée à vous.